Elle aurait pu collectionner les montres de son père. Elle a préféré compter les heures passées à changer le monde. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Nous revoici plongés dans le monde de Mentona Moser. Elle aurait pu collectionner les montres de son père. Elle a préféré compter les heures passées à changer le monde. Voilà la définition de qui est Mentona. Mentona, elle était orpheline de père depuis son 4e jour. En 1925, elle va perdre sa mère. Elle a 51 ans quand sa mère meurt et elle hérite d'une part de la fortune familiale, puisque ses parents sont tous les deux décédés, mais seulement une part, et une part plutôt modeste, parce que le reste a été dilapidé et a été aussi bloqué par les tribunaux. Elle ne va rien garder pour elle, elle va tout donner dans la lutte qui l'anime, dans la lutte qui la tient debout, dans celle qui donne tellement de sens à son existence. Et elle va partir. Elle va quitter la Suisse pour partir en Russie, et elle va aller financer, grâce à une partie de cet argent, un orphelinat international à Moscou. Elle va le faire avec Fritz Platen pour les enfants des révolutionnaires. Cet orphelinat, il va vivre un certain temps à Moscou grâce à son argent, mais elle va pas y rester. Elle va repartir et elle va aller s'installer à Berlin, là où la culture ouvrière est en plein essor. Elle va fonder la maison Arbeiterkult, qui est un distributeur de disques et de livres révolutionnaires. C'est juste pour elle, elle est au bon endroit et elle s'engage pleinement. Dans les rues, c'est l'époque où on chante l'international, où on pense que la liberté, elle est pour tout de suite et qu'on va pouvoir amener ce monde nouveau, et elle y croit maintenant. Le problème, c'est que nous sommes dans les années 30 et que dans les années 30, les nazis commencent déjà à s'organiser. En 1933, elle va voir ses biens confisqués, ses locaux vont être attaqués et elle va même devoir regarder bien dans les yeux un milicien le jour où ils tireront sur la vitrine de son magasin et où elle refusera de fuir. Elle va devoir affronter une perquisition, les yeux dans les yeux des soldats qui sont en face d'elle, et elle va le faire. Elle ne va jamais baisser le regard. Mais la situation se tend, la situation devient extrêmement compliquée et en 1934, elle doit partir, elle doit quitter l'Allemagne et donc à ce moment-là, elle se résigne à rentrer en Suisse. La ruine est totale d'un point de vue matériel, mais d'un point de vue moral, elle n'a pas perdu un iota de sa volonté de se battre, de sa volonté de s'engager pour un monde plus juste, pour un monde plus équitable, même si bien sûr les années de guerre ne vont pas permettre de beaucoup agir à ce niveau-là. Elle dit souvent que l'aide ne doit jamais humilier personne et que même dans la misère, il s'agit de rester digne. Et c'est comme un mantra. Elle connaissait pas le mot mantra, mais c'est comme un mantra qu'elle se répète parce qu'elle n'a plus d'argent, elle n'a plus rien. Donc elle vit dans des conditions plutôt modestes, pour le dire poliment. La guerre se passe et au lendemain de la guerre, elle va recevoir une drôle d'invitation. Ses anciens camarades de Moscou qu'elle a connus quand elle était en Russie, et puis l'Internationale rouge des communistes l'appelle à rejoindre la République démocratique d'Allemagne. Cette terre communiste, en tout cas telle qu'elle a envie de se construire, et elle réfléchit pas très longtemps, Mentona. Elle a 76 ans, mais bon, pourquoi pas? Alors elle part, elle s'en va. Et l'histoire dit que le feu est tellement là, qu'elle est toujours tellement motivée et qu'elle a toujours l'absolue certitude d'être dans le bon combat, que quand elle débarque du train, quand elle arrive en RDA, elle lève le poing et elle crie « Vive la solidarité internationale !» avant même de saluer ses amis qu'elle a plus vus quand même depuis plusieurs années puisque la guerre a passé par là. C'était exactement ça, Mentona. Une sorte de radicalité absolue, même quand elle rencontre ses proches, même quand elle a sa vie privée qui vient se collisionner comme ça à ses combats. La priorité, c'est ce à quoi elle croit et ce qu'elle veut défendre. Elle va s'installer à Berlin-Est, dans le quartier de Köpenick, dans un petit appartement très modeste, parce qu'elle a évidemment plus du tout d'argent et qu'elle vit avec très très peu de moyens. Mais la RDA va la célébrer. Elle va recevoir la médaille Clara Zetkin et puis aussi l'ordre du mérite patriotique. Parce qu'on reconnaît
le travail qu'elle a fait, on reconnaît l'engagement qui est le sien et comment elle n'a jamais lâché. Alors, tout le monde l'admire, Mentona, c'est une vieille dame à ce moment-là, mais elle ne lâche rien du point de vue de son franc-parler. Et parfois, il y a des camarades qui la trouvent, parce qu'on est quand même dans un monde de communistes, alors il y a des camarades qui la trouvent trop bourgeoise, trop franche, et puis peut-être quand même un peu trop libre. Elle est quand même dans une époque où les femmes n'ont pas tellement que ça la possibilité d'exprimer tout ce qui leur passe par la tête. Et dans le parti aussi, on va l'attaquer, parti communiste. On va commencer de l'accuser d'avoir un style un peu dictatorial. On voit bien. Mais Mentona, elle est plus maligne que ça. Elle est peut-être plus grande aussi, surtout que ça. Elle va céder sa place. Parce qu'elle veut pas être accusée de quoi que ce soit. Et elle ne veut pas que les critiques à son encontre péjorent l'importance du combat qu'elle mène et puis des causes avec lesquelles elle veut faire avancer la société. Donc elle cède sa place, mais elle reste militante. Elle ne lâche absolument rien du tout, jusqu'à la mort. Et dans sa vie privée, c'est pareil, parce qu'elle a des petits-enfants, puisqu'elle a été mariée, elle a eu 2 enfants, vous vous souvenez. Donc dans sa vie privée, c'est pareil, elle refuse qu'on l'appelle Oma. Oma, ça veut dire grand-mère en allemand. Elle refuse ça, elle veut pas qu'on l'appelle grand-mère, c'est exclu. Elle veut qu'on l'appelle Mentona, parce que c'est son prénom, et elle veut le garder dans n'importe quelle circonstance de sa vie. Elle a aussi des débats avec son petit-fils, parce qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec elle sur le communisme, et puis surtout sur ce que le communisme devient. Mais elle continue de lui écrire des lettres, ils continuent de se parler, et elle va continuer d'avoir une grande tendresse pour lui, et pour toutes les personnes avec qui elle débat, parce que c'est une vraie débatteuse, c'est une vraie militante engagée, qui aime le combat, qui aime le débat, qui aime la confrontation, qui ne s'en lassera absolument jamais. Mentona Moser, elle va mourir à 97 ans. On est le 10 avril 1971. Elle vit toujours en RDA, toujours dans son petit appartement de Berlin-Köpenick, et elle va être enterrée dans un cimetière de Berlin, aux côtés de Rosa Luxemburg. Son urne, elle repose au Mémorial des socialistes. Mentona, elle est née dans la richesse, mais elle a choisi la justice. Elle a été éduquée dans le luxe, mais elle a préféré la lutte, et surtout la pauvreté et la misère, parce que c'est aussi ça qu'elle a traversé à travers son existence. Elle a été à la fois une aristocrate boiteuse, n'oublions pas la poliomyélite de son début de vie, mais aussi une pionnière du travail social, et puis cette fameuse communiste à perles, qui oui portait des bijoux, portait des colliers de perles, même si elle était engagée aux côtés des plus pauvres. Et c'était surtout une militante infatigable. Mentona, c'est une véritable guerrière suisse, parce que jusqu'à son dernier souffle, elle a tenu sa promesse qui était vivre debout. Alors si cette bulle a réveillé quelque chose en vous, ne laissez pas la flamme retomber. Rejoignez notre tribu, celle des filles d'Olympe. Chaque dimanche, je vous envoie une lettre, je vous y raconte plein d'histoires pour peut-être réfléchir un peu plus loin, penser peut-être plus clairement ou agir de manière plus librement. Et je vous le rappelle, on ne naît pas libre, on le devient à coups de mots, à coups d'actes et à coups d'audace. Alors à bientôt et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.